Arrêtez-vous une seconde et regardez autour de vous. Êtes-vous sûr de connaître l'histoire du monde dans lequel vous vivez? Depuis l'enfance, on nous a inculqué une conception linéaire du progrès. D'abord le bâton à fouir, puis la roue, ensuite la machine à vapeur et enfin le smartphone. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette ligne est brisée? Et si nous n'étions pas le sommet de l'évolution, mais seulement des descendants ensauvagés qui ont colonisé les ruines d'une civilisation plus avancée, s'appropriant ses réalisations? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des faits les plus évidents, mais en même temps les plus ignorés de notre réalité. Il sera question de ponts et de viaducs gigantesques qui ne mènent nulle part, de colossales structures d'ingénierie dressées au milieu de champs infinis, de forêts profondes et de vallées désertiques, là où, selon la version officielle de l'histoire, il n'y a jamais eu ni grandes villes, ni centres industriels. Les historiens nous convainquent qu'au XIXe siècle, alors que le transport principal était le cheval et la charrette, et que la population de la planète était bien moindre qu'actuellement, les dirigeants et les industriels ont soudainement décidé de construire des infrastructures avec une marge de solidité pour des milliers d'années. Cela semble noble, n'est-ce pas? Le souci des descendants. Une infrastructure pour l'avenir. Mais laissons de côté la sentimentalité et activons la logique froide et la calculatrice. L'histoire n'est pas un conte de fées sur de bons rois. C'est avant tout l'économie, les ressources et la logistique. Tout constructeur vous dira que la construction d'un pont est l'une des tâches d'ingénierie les plus complexes et les plus coûteuses. Cela représente des millions de dollars, même selon les normes actuelles. Imaginez maintenant que vous êtes un capitaliste du XIXe siècle. Votre objectif est le profit. Investiriez-vous des sommes colossales, équivalentes à des milliards actuels, dans la construction d'un gigantesque viaduc en pierre en pleine campagne, là où vivent une poignée de villages, dans l'espoir qu'un siècle plus tard, une ville y sera peut-être construite? La réponse est évidente. Personne, et jamais, ne gèle de capital dans la pierre sans garantie de retour immédiat. L'infrastructure suit toujours, entendez-vous, toujours la population et les besoins, et non l'inverse. D'abord, une ville, une usine, un nœud commercial apparaissent, et ce n'est qu'ensuite que l'on y trace des routes et construit des ponts. Mais nous observons la situation inverse. Jetez un œil au viaduc en Écosse, en Saxe allemande, dans les régions reculées des États-Unis d'Amérique ou même dans la province russe. Ce sont des structures cyclopéennes en briques rouges ou en pierre de taille, composées de dizaines d'arches, d'une hauteur équivalente à un immeuble de 10 étages. Le panneau officiel indique année de construction 1840 ou 50. On nous dit que ces ouvrages ont été construits pour les chemins de fer. Mais permettez, regardez la largeur de ces ponts. Nombre d'entre eux sont conçus pour 4, voire 6 voies. Pourquoi? Au milieu du XIXe siècle, les locomotives à vapeur étaient rares. Les trains passaient une fois par semaine et une seule voie était plus que suffisante. Pourquoi prévoir une capacité excédentaire que nous n'utilisons pas pleinement même aujourd'hui, au XXIe siècle? C'est un suicide économique. À moins que ces ponts n'aient été construits par ceux pour qui une capacité de transit de milliers de tonnes de marchandises par minute était une réalité courante. Approfondissons les détails qui font trembler les mains des historiens officiels. La science des matériaux. Prenons par exemple le célèbre viaduc de Goldstahlbrücke en Allemagne. C'est le plus grand pont en briques du monde. Sa longueur est de plus d'un demi-kilomètre, sa hauteur de 78 mètres. Il est officiellement déclaré que sa construction a nécessité 26 millions de briques. 26 millions. Réfléchissez à ce chiffre. On nous dit qu'il a été construit en seulement 5 ans, de 1846 à 1851. Faisons le calcul. Une année compte 365 jours. En 5 ans, cela fait environ 1800 jours. Pour poser 26 millions de briques, les ouvriers auraient dû en poser 14 000 par jour, sans jours de repos, jours fériés, ni interruption hivernale. Et il ne s'agit pas simplement de construire le mur d'une grange.
C'est une structure en arc extrêmement complexe, nécessitant une géométrie parfaite, le calcul des charges et le temps de prise du mortier. Mais ce n'est même pas la vitesse de pose qui soulève la question principale. D'où venaient ces briques? Il n'y a pas d'usine gigantesque dans les environs capable de produire de tels volumes. Pour cuire 26 millions de briques, il faut des montagnes de charbon et d'énormes fours. Où sont les traces de cette industrie? Où sont les carrières d'où l'argile était extraite? Le paysage environnant est d'une pureté immaculée. Pas de terrils, pas de vestiges de fours. On a l'impression que les briques se sont matérialisées de l'air. Ou, ce qui est plus probable, ce pont se tenait là bien avant que des gens munis de règles ne viennent et ne s'attribuent sa construction. Un autre fait gênant, la logistique. Au milieu du XIXe siècle, les routes étaient des chemins de terre détrempés. Comment acheminer des millions de tonnes de matériaux de construction jusqu'au chantier, en forêt ou en montagne? Avec des charrettes? Imaginez-vous une file de centaines de milliers de charrettes, transportant jour et nuit des briques, des pierres, du ciment, des outils, des vivres pour une armée d'ouvriers? Les routes auraient simplement disparu sous un tel trafic, se transformant en un bourbier. Mais il n'y a aucune mention d'un effondrement des transports ou d'opérations logistiques grandioses dans les archives. Il n'y a que de maigres rapports sur la date d'ouverture et les noms des architectes. On a l'impression qu'on nous montre la fin d'une pièce, en cachant que les décors ont été construits par une troupe d'acteurs complètement différente. Et le plus effrayant, pourquoi construire des viaducs d'une telle hauteur au-dessus de minuscules rivières que l'on peut traverser à gué? Les ingénieurs diront « pour respecter la pente de la voie ferrée ». Mais regardez de plus près. Nombre de ces viaducs relient une colline à une autre, passant au-dessus d'une vallée complètement vide. Souvent, il n'y a aucune levée de terre à proximité qui prolonge le chemin. Le pont se dresse simplement hors du paysage, comme un os de dinosaure. Comme si auparavant, la topographie était complètement différente ici. Un autre niveau de sol ou d'eau. Comme si ces ponts faisaient partie d'un réseau de transport unifié, encerclant la planète. Un réseau qui a été détruit par une catastrophe mondiale. Et nous n'utilisons que les fragments survivants, les adaptant maladroitement à nos trains primitifs. Croyez-vous toujours que cela a été construit par des paysans avec des pelles pour transporter du charbon? Approchons-nous des piliers de ces ponts cyclopéens. Ce n'est pas simplement un tas de pierres liées par du mortier de chaux. Nous avons devant nous des chefs-d'œuvre d'ingénierie, dont le niveau d'exécution dépasse souvent les normes modernes. On nous dit que cela a été fait par des ouvriers analphabètes, des paysans d'hier, armés d'un ciseau, d'un marteau et d'une équerre en bois. Avez-vous déjà essayé de travailler le granit avec un ciseau? Le granit est l'une des roches les plus dures de la Terre. Pour entailler un bloc de forme géométrique parfaite, il faut des outils en acier avec revêtement en diamant ou des inserts en carbure de tungstène, qui n'existaient pas officiellement au milieu du XIXe siècle. Le fer de l'époque était mou. Il s'émousserait sur le granit tous les 10 coups. Et maintenant, regardez les viaducs. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de tels blocs. Et ils sont ajustés les uns aux autres si étroitement qu'on ne peut même pas y glisser une lame de rasoir. C'est ce qu'on appelle la maçonnerie polygonale ou l'assemblage de blocs idéal, sans mortier. La pierre tient par son propre poids et l'adhérence parfaite des surfaces. Les sceptiques diront « ils avaient beaucoup de temps et une main-d'œuvre bon marché ». C'est l'argument préféré de la science officielle quand elle n'a rien pour contrer les faits. Mais le temps, c'est de l'argent, et une main-d'œuvre bon marché, c'est une faible qualification. Pour créer un tel pont, chaque tailleur de pierre devait être un virtuose. Où ont été formées ces armées de virtuoses? Dans les écoles paroissiales? Et le plus important, où sont les traces de leurs outils? Sur les pierres, nous voyons souvent d'étranges marques, soit des coupes parfaitement lisses, comme si un couteau avait traversé du beurre, soit des sillons caractéristiques que seule une scie circulaire ou une fraise à grande vitesse laisse.
nous voyons un usinage mécanique. C'est un fait, figé dans la pierre. Soit ces blocs n'ont pas été taillés, mais coulés. La technologie du béton géopolymère ou de la pierre artificielle, dont le secret, soi-disant, n'a été découvert qu'au XXe siècle, aurait pu être connu des bâtisseurs de ces viaducs. Ils prenaient simplement la roche locale, la broyaient, ajoutaient un liant et la coulaient dans un coffrage. Cela explique la rapidité, l'absence de carrière et l'ajustement parfait. Mais s'ils possédaient les technologies de moulage de la pierre, cela change complètement le tableau du développement de notre civilisation. Cela signifie que l'ère industrielle n'a pas commencé avec la machine à vapeur de Watt, mais a été héritée de quelqu'un qui maîtrisait la chimie et la physique à un niveau inaccessible. Passons maintenant à la démographie, une science qui ne tolère pas le mensonge. La construction d'un ouvrage gigantesque exige la concentration d'un nombre énorme de personnes. Prenons par exemple la construction du Transsibérien ou du barrage Hoover. Ce sont des villes entières de baraquements temporaires, d'hôpitaux, de cimetières, de dépôts de vivres. Des dizaines de milliers de personnes doivent dormir quelque part, manger quelque chose, aller aux toilettes quelque part. Autour de tout grand viaduc du XIXe siècle, situé en pleine nature, il devrait y avoir les restes d'une immense infrastructure de camps de construction. Les fondations des baraquements, les fosses septiques, des montagnes de vaisselle cassée, des outils perdus, les tombes de ceux qui sont morts d'accidents et d'épidémies. Mais les archéologues n'y trouvent rien. Le vide, un champ dégagé, comme si le pont avait été descendu du ciel par des hélicoptères. Ou bien il était là depuis des siècles, et les bâtisseurs du XIXe siècle ne se sont occupés que de réparations cosmétiques, la peinture des garde-corps et la pose des traverses. Regardez les anciens daguerréotypes et photographies du milieu du XIXe siècle. C'est l'époque où la photographie venait d'apparaître. Que voyons-nous sur les clichés de villes et d'ouvrages d'art? Le vide. D'immenses et majestueuses places de Saint-Pétersbourg, Paris, Rome, Berlin. Et pas une âme. De majestueux ponts sur lesquels ne passe aucune charrette. Les historiens expliquent cela par la longue exposition des appareils photos. Les gens se déplaçaient et s'estompaient, disparaissant du cadre. C'est un mensonge, destiné aux profanes. Avec une exposition de plusieurs minutes, les objets en mouvement laissent des traces fantomatiques, des traînées floues. Mais sur les photos, il n'y a pas de traînées. Les rues sont désertes. Les villes sont vides, comme après une bombe à neutrons. Et dans ces décors vides, se dressent des ponts et des viaducs gigantesques, flambant neufs. Pour qui ont-ils été construits? Où sont les millions d'habitants qui devraient utiliser cette infrastructure? Les statistiques de population de ces années-là révèlent des chiffres qui ne correspondent absolument pas à l'ampleur des constructions. On nous parle d'une croissance urbaine fulgurante. Mais si l'on prend les données officielles des recensements et qu'on les compare au volume de logements et d'infrastructures, on aboutit à un paradoxe. L'infrastructure est conçue pour une population 5 à 10 fois supérieure à celle officiellement enregistrée. Qui vivait dans ces villes avant nous? Où sont passés ces gens? On a la nette impression que nous, l'humanité actuelle, sommes arrivés sur un terrain déjà prêt. Nous sommes comme des squatteurs qui se sont installés dans un manoir vide. Nous avons trouvé ces villes et ces ponts, les avons déterrés de la boue et de la terre, les avons nommés de nos noms et avons commencé à les exploiter, sans même comprendre la véritable fonction de ces ouvrages. Réfléchissez au chemin de fer. Pourquoi dans le monde entier, à quelques rares exceptions près, utilise-t-on une voie standard, proche de 143 cm et demi? On nous dit que c'est l'héritage de la largeur d'essieu des chariots romains. Sérieusement? Vous voulez dire que les ingénieurs du XIXe siècle, en créant un moyen de transport de pointe, se sont basés sur des chariots vieux de 2000 ans? Ou est-ce que la vérité est que la voie a été dictée par les voies et les ponts déjà existants? Nous ne pouvions pas faire des trains plus larges, car ils ne passeraient pas dans les tunnels et sur les viaducs existants.
Nous nous sommes simplement adaptés aux standards d'un ancien réseau mondial. Ces ponts n'ont pas été construits pour les locomotives à vapeur. Une locomotive à vapeur est un poêle primitif sur roue qui traîne difficilement son propre poids. Les viaducs, avec leur capacité de charge et leur largeur colossale, étaient destinés à un tout autre type de transport. Lourd, rapide, utilisant peut-être d'autres principes de mouvement que le frottement de la roue sur le rail. Il y a un autre détail qui ruine le tableau officiel. De nombreux viaducs présentent d'étranges éléments architecturaux. Des tours, des niches, des cavités à l'intérieur des piliers, qui n'ont aucune fonction constructive. Officiellement, c'est du décor. Mais pourquoi décorer le pilier d'un pont en forêt, là où personne ne le voit? Et si ce n'était pas du décor? Et si ces cavités étaient des emplacements pour des équipements, des résonateurs, des accumulateurs d'électricité atmosphérique? Nous ne voyons qu'un squelette de pierre, d'où toute la garniture a été retirée. Nous regardons un microprocesseur hors tension et pensons que ce n'est qu'une jolie tuile. Maintenant que nous avons remis en question les délais de construction officiels et les technologies, il est temps de regarder vers le bas. Non pas l'eau qui coule sous le pont, mais la terre d'où poussent ces piliers gigantesques. Avez-vous déjà remarqué l'étrange disproportion de nombreux viaducs? Des arches massives et larges qui semblent trop trapues, comme si un géant avait été scellé dans le béton jusqu'aux genoux. La science officielle appelle cela des particularités des fondations ou des alluvions du sol. On nous parle de la soi-disant couche culturelle. On dit que sur 100 ou 200 ans, 1 ou 2 mètres de terre, de poussière et de débris s'accumulent. Mais attendez, nous ne parlons pas de villes avec leur urbanisation dense, mais de viaducs dans les champs et les forêts. D'où viendraient 3, 5 et parfois 10 mètres de couches culturelles là-bas? Qui a jeté des détritus dans la taïga profonde ou dans les prairies si intensément que le niveau de l'horizon a changé? La vérité est que ces ponts ne se contentent pas de reposer sur le sol. Ils y sont enracinés. Ou plus précisément, ils ont été ensevelis. Si l'on effectue des fouilles à la base de nombreux ponts anciens, ce qui d'ailleurs est parfois fait lors de restauration, une image choquante apparaît. Les piliers s'enfoncent profondément, et là, sous des couches d'argile et de sable, on découvre des prolongements d'arches, des étages entiers qui étaient autrefois hors sol. Les ingénieurs ne conçoivent jamais d'arches ajourées pour les enfouir immédiatement sous terre. C'est un gaspillage inutile d'efforts et un affaiblissement de la structure. Pour les fondations, on utilise un monolithe continu. S'il y a une arche sous terre, cela signifie qu'autrefois, l'air, l'eau ou une route passait à travers elle. C'est une preuve irréfutable que le niveau du sol de la planète a brusquement monté très récemment, au milieu du 19e siècle. Nous sommes arrivés à l'événement le plus terrifiant, dont les traces sont effacées des manuels. Un déluge global, ou une coulée de boue catastrophique qui a recouvert la majeure partie des continents d'une masse argileuse. Regardez les rivières qui coulent sous ces viaducs gigantesques. Le plus souvent, ce sont de misérables ruisseaux que l'on peut sauter. Ils sont disproportionnés par rapport à la grandeur du pont. Un viaduc d'1 kilomètre de long est jeté sur une rivière de 5 mètres de large. Les géologues nous disent que la rivière a diminué, mais les lits des vallées disent le contraire. Ces vallées ont été creusées par des flux d'eau colossaux qui les ont traversées sur un large front. Les ponts étaient construits précisément au-dessus de ces artères très larges ou au-dessus de plaines densément peuplées qui sont maintenant enterrées sous une épaisse couche d'argile alluviale. C'est pourquoi ces ponts ne mènent nulle part. Ce ne sont pas des erreurs de conception. Ce sont des fragments survivants d'un réseau détruit. Pensez que la route sur le Remblai a été emportée, que les villes des plaines ont été détruites et ensevelies sous la boue, et que les lourds ponts de pierre ont résisté comme des squelettes de dinosaures. Nous, les survivants, ou les nouveaux colons arrivés sur ces terres, avons simplement tracé nos chemins de terre sur les dépôts, avons raccordé nos rails aux sections de ponts qui restaient au-dessus de la surface,
et avons déclaré cela notre propre réussite. Cela explique pourquoi les accès à de nombreux ponts semblent ridicules. Des pentes abruptes, d'étranges remblais qui ont manifestement été ajoutés plus tard pour relier tant bien que mal les niveaux disjoints. Et maintenant, comparez cela au phénomène des étages de bâtiments ensevelis partout dans le monde. Moscou, Paris, New York, Omsk. Partout, nous voyons des maisons dont les rez-de-chaussée sont enfoncés dans le sol et transformés en caves. Des fenêtres donnant sur la terre, des portes menant nulle part sous terre. En nous ment sur l'affaissement des bâtiments et sur le fait que c'était la mode de construire ainsi. Mais les ponts ne peuvent pas s'affaisser de 10 mètres et rester intacts. L'argile qui a enseveli les premiers étages des villes est la même argile qui cache les fondations des grands viaducs. Ce sont les traces d'une même catastrophe. Et là, la question la plus effrayante se pose. Qu'est-il advenu de la population? Si un cataclysme d'une telle ampleur a eu lieu, modifiant la géographie des vallées et élevant le niveau du sol de plusieurs mètres, cela signifie la mort de millions, voire de milliards de personnes. Et c'est là que les statistiques démographiques du 19e siècle commencent à craquer de toutes parts. Nous voyons d'étranges lacunes dans les données, des migrations massives, l'apparition d'un grand nombre d'orphelins. Souvenez-vous des trains d'orphelins aux États-Unis, lorsque des dizaines de milliers d'enfants étaient évacués des villes et envoyés dans des fermes. D'où venaient tant d'enfants abandonnés en une période apparemment paisible? Où étaient leurs parents? Pourquoi des centaines d'orphelinats ont-ils ouvert partout dans le monde au milieu du 19e siècle? La réponse est effrayante par sa simplicité. La population adulte, qui a construit et exploité ces majestueux ouvrages, a été anéantie, balayée, ensevelie, morte des conséquences du cataclysme, famine et froid. Il ne restait que des enfants et une poignée de survivants qui avaient perdu leur technologie et leurs connaissances. Un redémarrage s'est produit. L'humanité a été rejetée en arrière dans son développement. Nous avons colonisé les ruines, déterré ce que nous pouvions, et avons recommencé à vivre, inventant un conte de fées sur l'évolution progressive et le progrès technique. Nous regardons les ponts construits par les titans du passé et nous nous en attribuons la paternité, afin de ne pas devenir fous d'horreur en réalisant que nous vivons sur le cimetière d'une grande civilisation. Mais ce n'est pas tout. Si les ponts sont les vestiges d'un système de transport, que transportaient-ils exactement? Pourquoi leur construction est-elle si excessivement robuste? Ouvrez les yeux et regardez ces structures non pas comme des routes pour charrettes, mais comme des éléments d'un schéma technique gigantesque. Si nous admettons que la version officielle de leur fonction de transport est un mensonge, inventé pour dissimuler la véritable technologie, alors le puzzle s'assemble instantanément. Parlons des matériaux. De quoi ces viaducs sont-ils construits? De briques rouges et de granit. Les géologues et les physiciens savent que la brique rouge, cuite à certaines températures, contient de l'oxyde de fer et acquiert des propriétés de semi-conducteur. Quant au granit, dans son fait des piliers et les nœuds clés, il est saturé de quartz. Le quartz est un piézoélectrique. Si l'on comprime un cristal de quartz, il produit un courant électrique. C'est de la physique, niveau collège. Imaginez maintenant un viaduc pesant des millions de tonnes. La gravité exerce une force colossale sur les piliers de granit. Les cristaux de quartz dans la structure de la pierre sont soumis à une tension statique constante. Cette structure est un générateur piézoélectrique gigantesque qui fonctionne 24 heures sur 24, simplement parce qu'il est lourd. Mais ce n'est pas tout. Regardez où se trouvent ces ponts. Ils sont toujours jetés sur des obstacles d'eau, même s'il y a très peu d'eau aujourd'hui. L'eau courante n'est pas seulement un liquide, c'est un électrolyte, un conducteur en mouvement. Le mouvement de l'eau crée un faible champ électromagnétique. La structure en arc du pont, comme une lentille ou un résonateur, focalise et amplifie ces champs.
Nous regardons le viaduc et voyons une route, mais les ancêtres y voyaient un rail d'alimentation, un élément d'un circuit. Rappelez-vous les agrafes et les tirants métalliques qui relient les pierres dans les maçonneries anciennes. Officiellement, ils sont nécessaires pour la solidité, mais pourquoi lier les pierres avec du fer qui rouille et se dilate, détruisant la pierre de l'intérieur? C'est un non-sens d'ingénierie, à moins que ces tirants n'aient servi de conducteurs, reliant les blocs de pierre en un circuit électrique unique. Maintenant, élargissons le tableau. Regardez la carte de l'emplacement de ces ponts vers nulle part et superposez-la à la carte des soi-disant forteresses étoilées. D'étranges fortifications en terre en forme d'étoiles dispersées sur toute la planète. Vous verrez une régularité effrayante. Les ponts et les viaducs se trouvent souvent sur des lignes droites reliant ces étoiles, ou sont des points nodaux dans cette géométrie. Les forteresses étoilées ne sont pas des ouvrages défensifs. Si les ponts sont les vestiges d'un système de transport, que transportaient-ils exactement? Pourquoi leur construction est-elle si excessivement robuste? Ouvrez les yeux et regardez ces structures non pas comme des routes pour charrettes, mais comme des éléments d'un schéma technique gigantesque. Si nous admettons que la version officielle de leur fonction de transport est un mensonge, inventé pour dissimuler la véritable technologie, alors le puzzle s'assemble instantanément. Parlons des matériaux. De quoi ces viaducs sont-ils construits? De briques rouges et de granit. Les géologues et les physiciens savent que la brique rouge, cuite à certaines températures, contient de l'oxyde de fer et acquiert des propriétés de semi-conducteur. Quant au granit, dont sont faits les piliers et les nœuds clés, il est saturé de quartz. Le quartz est un piézoélectrique. Si l'on comprime un cristal de quartz, il produit un courant électrique. C'est de la physique, niveau collège. Imaginez maintenant un viaduc pesant des millions de tonnes. La gravité exerce une force colossale sur les piliers de granit. Les cristaux de quartz dans la structure de la pierre sont soumis à une tension statique constante. Cette structure est un générateur piézoélectrique gigantesque qui fonctionne 24 heures sur 24, simplement parce qu'il est lourd. Mais ce n'est pas tout. Regardez où se trouvent ces ponts. Ils sont toujours jetés sur des obstacles d'eau, même s'il y a très peu d'eau aujourd'hui. L'eau courante n'est pas seulement liquide, c'est un électrolyte, un conducteur en mouvement. Le mouvement de l'eau crée un faible champ électromagnétique. La structure en arc du pont, comme une lentille ou un résonateur, focalise et amplifie ces champs. Nous regardons le viaduc et voyons une route. Mais les ancêtres y voyaient un rail d'alimentation, un élément d'un circuit. Rappelez-vous les agrafes et les tirants métalliques qui relient les pierres dans les maçonneries anciennes. Officiellement, ils sont nécessaires pour la solidité. Mais pourquoi lier les pierres avec du fer qui rouille et se dilate, détruisant la pierre de l'intérieur? C'est un non-sens d'ingénierie, à moins que ces tirants n'aient servi de conducteurs, reliant les blocs de pierre en un circuit électrique unique. Maintenant, élargissons le tableau. Regardez la carte de l'emplacement de ces ponts vers nulle part et superposez-la à la carte des soi-disant forteresses étoilées. D'étranges fortifications en terre en forme d'étoiles, dispersées sur toute la planète. Vous verrez une régularité effrayante. Les ponts et les viaducs se trouvent souvent sur des lignes droites reliant ces étoiles, ou sont des points nodaux dans cette géométrie. Les forteresses étoilées ne sont pas des ouvrages défensifs. Leurs murs sont trop bas pour une défense contre les canons, et leur forme est idéale pour les processus ondulatoires, pour la réception et la distribution d'énergie. Les ponts étaient les artères de ce système. Ils transmettaient l'énergie, les vibrations, les informations d'une station à l'autre. C'était un réseau énergétique planétaire unique, sans fil et gratuit. C'est pourquoi ils sont si énormes. Leur taille n'était pas dictée par les dimensions d'une charrette, mais par la longueur d'onde et la résonance nécessaire. C'est pourquoi ils se trouvent en pleine campagne. Auparavant, ce champ faisait partie d'un cluster industriel ou résidentiel unifié, alimenté par cette énergie.
Nous vivons sur les ruines d'une carte-mère gigantesque, où les forteresses sont des condensateurs, les temples à dômes sont des bobines d'induction, et les ponts et viaducs sont des pistes conductrices. Et maintenant, la prise de conscience la plus effrayante. Si c'était un système énergétique, pourquoi est-il à l'arrêt? Pourquoi les ponts ne mènent-ils nulle part? Parce que la chaîne a été délibérément rompue. Jetez un œil à de nombreux viaducs détruits. Ils ne se sont pas effondrés de vieillesse. Leurs travées centrales ont été détruites, comme si quelqu'un avait coupé les fils de manière ciblée. Ce sont les traces d'une guerre. Une guerre non pas pour des territoires, mais pour les ressources et le contrôle de l'énergie. Celui qui a gagné cette guerre du 19e siècle a d'abord détruit le système d'énergie gratuite. Pourquoi? Parce que l'énergie libre rend l'homme libre. Si vous avez de la chaleur et de la lumière que vous puisez dans les terres ou des vibrations de la terre, on ne peut pas vous forcer à travailler pour une misère dans une mine de charbon. On ne peut pas vous taxer au kilowatt-heure. On ne peut pas vous contrôler. Les vainqueurs qui ont conquis le monde après la catastrophe ont démantelé les nœuds de haute technologie, ont retiré le contenu des ponts, ne laissant que l'armature de pierre, et ont réécrit l'histoire. Ils nous ont fait croire que le charbon, le pétrole et le gaz sont les seules sources d'énergie, nous forçant à payer pour ce qui était autrefois un don de la planète. Nous regardons les viaducs et admirons le savoir-faire des maçons, sans comprendre que nous regardons des générateurs hors tension. Nous sommes comme des sauvages qui ont trouvé un smartphone cassé et l'utilisent comme planche à découper, s'émerveillant de la douceur et de la dureté de son verre. Avez-vous remarqué avec quelle fureur l'architecture ancienne a été détruite au XXe siècle? De beaux bâtiments ont été démolis, des ponts ont été dynamités, remplacés par de laides boîtes de béton. On nous disait « logement vétuste, modernisation ». Mensonge. C'était un nettoyage d'épreuves. On détruisait tout ce qui pouvait suggérer les technologies du passé. Chaque pont ancien démoli est un secret de résonance et d'acoustique perdu à jamais. Nous avons perdu le secret du béton éternel, le secret du traitement du granit, le secret de l'électricité atmosphérique. Nous avons échangé des technologies divines contre le moteur à combustion interne, qui pollue le ciel et nous tue. Et voilà que vous vous tenez devant ce fait. On vous a volé. On ne vous a pas seulement volé l'histoire, on vous a volé l'avenir que possédaient vos ancêtres. On vous a transformé en consommateur de ressources alors que vous auriez pu être les maîtres des énergies. Ces ponts vers nulle part ne sont pas des monuments du passé. Ce sont les témoins muets d'un crime à l'échelle planétaire. Ils crient qu'ici se trouvait une civilisation de Dieu qui a été réduite en poussière, et nous avons été forcés d'oublier jusqu'à leur nom. Mais si le système a été détruit, cela signifie qu'il doit y avoir des centres de contrôle quelque part. Il doit y avoir quelque part ceux qui ont appuyé sur le bouton « Arrêt ». Et le plus intrigant, peut-être que ce système n'est pas complètement détruit, mais simplement éteint. Peut-être que ces pierres attendent encore un signal pour vrombir à nouveau et commencer à produire de l'énergie.